On me demande de répondre à la question suivante. La France a-t-elle besoin d'immigration? Alors la question n'est pas aussi simple. Je dirais que oui, on a besoin d'immigration, mais je n'ai pas une vision utilitariste de l'immigration. Au fond, il y a une idée qui semble assez naturelle, qui est une idée très répandue, selon laquelle il faudrait finalement recruter strictement le nombre de migrants dont l'économie de la France a besoin. François Hollande, avant d'être élu, une semaine avant le second tour, avait dit mais chaque année, le Parlement devrait voter le nombre de migrants, de travailleurs que nous devrions recruter. Et en quelque sorte, il s'agissait de fixer des quotas, ou un plafond, ou des objectifs. Le problème, c'est que ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a l'idée des besoins, il y a aussi l'idée des capacités d'accueil. Nous aurions des capacités d'accueil qu'on pourrait dénombrer, qui seraient, selon les moments, saturés ou pas, et en fonction de ça, on pourrait ensuite décider de qui, combien de personnes nous pourrions accueillir. Le sénateur Carucci, par exemple, lors de débat sur la loi de l'immigration et de l'asile, avait déposé un amendement, mais c'est un exemple parmi bien d'autres, ce genre d'amendement revient régulièrement, selon lequel il faudrait finalement que, sur la base d'une espèce d'évaluation objective, faite par des experts, peut-être par des scientifiques, on puisse déterminer les capacités d'accueil de la France, capacités démographiques, économiques, sociales. Enfin, apparemment, l'état de l'opinion publique ferait partie de ces éléments qui définissent la politique d'accueil. Et en fonction du chiffre qui aurait été ainsi fixé, de cette capacité d'accueil, le Parlement voterait le nombre de migrants que l'année prochaine on serait prêt à accueillir. Et on invoque souvent l'exemple du Canada pour ça, puisque le Canada fait appel à l'immigration étrangère sur la base de ce qu'on appelle le système à points, qui est une espèce de concours qui en quelque sorte est proposé aux étrangers qui souhaitent migrer au Canada. Et on se dit, le Canada c'est une démocratie qui peut le nier, donc si le Canada fixe des quotas d'immigration, pourquoi pas la France? Voilà un petit peu les données de base du problème. Ça suppose que la migration est pour l'essentiel fondée sur une logique économique. Et le problème, c'est qu'en fait, nous avons une autre logique, qui est la logique des droits. En réalité, le plus gros des flux migratoires que nous recevons, ce sont des flux qui sont en réalité basés sur les droits, qui sont alimentés par l'application de conventions internationales ou européennes des droits de l'homme. Si on voulait fixer le nombre précis de migrants que la France est prête à accueillir, au fond, on aurait deux méthodes. Il y a deux méthodes qui existent actuellement. Il y a le système à points, que j'ai déjà évoqué, et il y a le système des métiers en tension. Le système à points, c'est un concours. On dit, voilà, nous avons besoin des gens les mieux qualifiés, parce que nous pensons qu'a priori, ils s'intégreront plus facilement que les autres. Et si je prends l'exemple du Canada, il suffit d'avoir des années d'études supérieures, de maîtriser l'anglais, de maîtriser le français, d'avoir des années d'expérience professionnelle, et ça y est, vous franchissez, sous ces conditions-là, le seuil qui est requis pour être éligible à la migration au Canada. Et c'est extrêmement rapide. Vous vous mettez sur le site du Canada, et en l'espace de quelques minutes, vous savez si vous êtes éligible ou pas. Ça, c'est une première méthode. C'est une méthode qui ne confronte pas l'offre et la demande de travail sur le marché du travail. Elle ne tient pas compte des besoins sectoriels ou locaux en main-d'œuvre. Et le deuxième système, qui est un système très différent, c'est un système que les Suisses ont mis au point dès 1970, d'ailleurs en même temps que le système à points canadien. Les deux systèmes remontent au début des années 70. Et là, ce sont des commissions tripartites, employeurs, syndicats, autorités locales qui, canton par canton, secteur par secteur, disent « Eh bien, nous avons besoin l'an prochain de tant de personnes dans l'hôtellerie, dans l'agriculture, etc., pour ce canton, pour ce secteur ». Les deux systèmes ont marché pendant des décennies, ils ont pas mal évolué. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux systèmes assez restrictifs de recrutement de la migration de travail finalement se sont soldés par une augmentation très très forte de l'immigration. Au Canada, elle n'a cessé de progresser au cours des décennies. En Suisse, elle a fait plus que doubler. Or, cette ordonnance suisse, ça s'appelait l'OLE, ordonnance pour limiter le nombre des étrangers. Ces deux systèmes de sélection n'ont pas, globalement, quand on fait le bilan après des décennies, abouti à restreindre l'immigration. Disons qu'ils ont sélectionné des migrants, mais sans lésiner sur les quantités. Qu'est-ce que nous avons fait en France? Eh bien, d'abord, en 1974, nous avons
interdit l'immigration de travail. Elle était réintroduite à petite dose homéopathique sous Sarkozy. Quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur, la fameuse loi de 2006 a réintroduit l'immigration choisie. Et à l'origine, l'immigration choisie, quand on regarde maintenant rétrospectivement, ça paraît invraisemblable, mais quand on regarde tous les discours qui avaient été prononcés, je pense par exemple à un grand discours de Nicolas Sarkozy devant tous les préfets réunis, il y avait l'idée que l'immigration choisie, c'est-à-dire de travailleurs qualifiés, ça serait aussi important numériquement que l'immigration dite subie, qui est en fait la migration familiale, la migration d'asile, etc. C'était évidemment un peu étrange de qualifier de subie une immigration qui en fait était légale. On ne s'est jamais rapproché de cet objectif, puisque l'immigration choisie est restée finalement à peu près au seuil de moins de 10% des titres de séjour que nous avons délivrés en France pendant toute la période Sarkozy. 4 années comme ministre de l'Intérieur, quasi continue, et puis 5 années de présidence, donc ça fait 9 années, et personne n'a contrôlé la politique migratoire de la France pendant une période aussi longue et de façon aussi soutenue que Nicolas Sarkozy. En 2011, Claude Guéant, le 3e ministre de l'immigration de Nicolas Sarkozy, décide un peu soudainement, et j'ai montré que c'était très lié à des déclarations de Marine Le Pen contre l'immigration de travail, décide assez rapidement, assez soudainement, de mettre fin à la politique d'immigration choisie et ainsi de se dérober, d'échapper aux critiques très virulentes qui étaient faites sur ces milliers de travailleurs qui étaient introduits en France directement. Finalement, depuis 1974, comme l'Allemagne d'ailleurs depuis 1973, nous ne recrutons pas de migrants, de travailleurs. Alors je vais vous montrer un schéma où tout ceci apparaît vraiment de façon très claire. Nous avons ici tous les titres de séjour qui ont été délivrés par les préfectures depuis 2005 jusqu'en 2017, qui est la dernière année pour laquelle nous avons des chiffres complets. Les principaux motifs officiels de titres de séjour d'au moins 1 an attribués à des non-européens, c'est ça le champ de ce schéma. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont d'abord des étudiants non européens, qui restent au moins 1 an, et vous voyez que leur nombre a fortement augmenté. En réalité, le principal courant migratoire qui a augmenté pendant toutes ces années-là, c'est les étudiants. Mais ensuite, quand on passe aux 2 couches suivantes, si j'ose dire, nous avons les 2 formes de migration familiale. Nous avons d'abord le regroupement familial. Le regroupement familial, c'est un étranger ou une étrangère déjà établi en France. Donc l'appelant, comme on dit dans le jargon administratif, est un étranger ou une étrangère. Il a le droit de vivre en famille et de faire venir cette famille auprès de lui, famille, conjoint et enfants mineurs, et son conjoint a le droit de travailler. Et ceci depuis 1978, depuis l'arrêt Gisti, l'arrêt du Conseil d'État sur le sujet. La deuxième composante de la migration familiale, c'est le regroupement familial. Le regroupement familial, cette fois, est appelé par un Français ou une Française. L'appelant n'est plus un étranger ou une étrangère, c'est une Française ou un Français, qui peut être lui-même d'origine étrangère, mais il a la nationalité française. Il peut épouser qui il veut. Il a le droit d'épouser à l'étranger, de faire venir son conjoint, et ceci déclenche une migration matrimoniale, si l'on peut dire. C'est ce qu'on appelle les conjoints de Français dans la statistique officielle. Dans beaucoup de pays, on dit marriage migration, une migration de mariage. Les familles de Français, c'est à peu près, de façon très constante, c'est entre 45 000 et 60 000, enfin 50 000, disons, personnes par an. Et le regroupement familial, c'est plutôt 40 000. Et ça n'a pas beaucoup bougé au fur et à mesure au cours des quinquennats successifs. Il y a un contrôle drastique de toute cette migration familiale, mais finalement, elle est extraordinairement stable de la période Sarkozy jusqu'à la période Hollande, et ça continue de nos jours avec la présidence d'Emmanuel Macron. Alors, vous voyez que les réfugiés et les malades, ça a été très très constant quasiment jusqu'à la fin du quinquennat Hollande. Et évidemment, ça vient d'augmenter à cause de la fameuse crise européenne des migrants, ça c'est la moindre des choses, mais en gros, c'est 20 000 personnes, ça a été longtemps 20 000 personnes par an, sur 200, 220 000 titres de séjour, donc même pas 10% du total. Et puis la migration de travail, alors le travail non saisonnier, c'est-à-dire j'ai enlevé de ces chiffres les gens qui reviennent chaque année pour des saisons, donc vraiment le travail permanent, c'était très réduit, ça a été
Ça a augmenté à partir de 2008 quand la loi Sarkozy est entrée en vigueur. Et puis ensuite, ça s'est stabilisé considérablement. Ça a augmenté un petit peu récemment avec quelques régularisations, mais enfin, c'est une montée très, très minime. Et au total, 20 000 travailleurs, personnes directement recrutées au titre du travail sur plus de 200 000, c'est même pas 10%. Il y a une déconnexion entre les flux migratoires et la situation économique, la conjoncture économique. Donc voilà un peu la structure des titres de séjour que nous accordons chaque année, avec une incidence de la migration de refuge qui est assez récente. Mais enfin, tout ceci ne fait pas une envolée considérable de la migration, même si au total, on est passé de 200 000 titres à peu près à 270 000, donc dans la dernière année, en 2017. Alors là, sur ce graphique, nous avons la façon dont se répartissent les différents types de titres de séjour en Europe. Et la France est vers le bas du graphique, au milieu, et vous voyez, on retrouve en bleu sombre les 10% de titres de séjour au titre du travail. En bistre ou en orange, on a la migration familiale, 40% des titres de séjour sont délivrés pour ce motif. L'humanitaire, c'est très réduit, c'est 6%. Et puis, toute cette zone grise qui est à droite, un tiers, c'est ce qu'on appelle la libre circulation. C'est le fait que les Européens, membres de l'Union européenne, ont le droit de s'installer, de circuler, de s'installer librement en Europe. Et vous voyez à quel point elle est différente, par exemple, de ce qui se passe dans les pays comme le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui sont les 3 pays qui appliquent un système à points. Dans ce système à points, ce n'est pas 10% de la migration qui est de l'immigration de travail, c'est 26-28%. Mais s'y ajoute 30% à peu près de regroupement familial immédiat. En même temps qu'on admet les travailleurs ou les personnes qualifiées au titre du système à points, on prend aussi les conjoints dont le cas est examiné absolument en même temps. Et donc finalement, la migration de travail, lato sensu, c'est-à-dire les travailleurs et leurs conjoints, qui peuvent être donc des femmes ou des hommes, eh bien au total, ça fait plus de la moitié. La famille, c'est de l'ordre d'un quart, et puis vous voyez que l'humanitaire n'est pas négligeable. Par contre, évidemment, dans ces pays-là, il n'y a pas l'équivalent de la libre circulation intra-européenne que nous connaissons. Si maintenant vous comparez la France et l'Allemagne, alors vous voyez que l'Allemagne a fait comme la France, elle a interdit l'immigration directe de travailleurs, d'ailleurs 1 an avant la France, en 1973 et pas en 1974. Il y a une immigration familiale, mais beaucoup plus réduite qu'en France. Pourquoi ? En gros, parce que nous avons un système juridique qui est beaucoup plus puissant et affirmé. Le tournant familial des droits a été pris en 1978 par l'arrêt Gisti que j'ai déjà évoqué. Les associations qui, en France, ne sont pas des associations caritatives d'aide aux migrants, mais beaucoup plus des associations de soutien juridique, veillent à ce que le droit soit mis en œuvre, soit complet, les droits soient mis en œuvre. Et puis vous voyez que presque les 2/3 de la migration qui arrive en Allemagne, c'est la circulation au sein de l'Europe. Et donc ça mesure un peu le pouvoir d'attraction de l'Allemagne au sein de l'Europe, qui est beaucoup plus important que la France. Vous voyez, en France, 34% seulement de nos migrants viennent de la libre circulation. En Allemagne, c'est 62%. On a l'exemple extrême de la Suisse, où il n'y a pas d'immigration directe de travail, il y a l'immigration familiale, et c'est surtout de la circulation, puisque la Suisse bénéficie d'accords de libre circulation au sein de l'Europe. Vous voyez, la Suède, qui est un cas extrêmement intéressant, la Suède de longue date, d'un pays qui est spécialisé dans l'immigration humanitaire, dans le refuge. 36% des migrants accueillis en Suède, qui reçoivent un titre de séjour en Suède en 2015, 36% l'ont reçu au titre du refuge. Et puis les États-Unis, je terminerai là-dessus. Eh bien, les États-Unis, c'est un système encore un peu particulier, très peu d'introduction directe de travailleurs. Il y a un début de système à points, il y a des membres de la famille qui sont accueillis immédiatement, mais il y a surtout un énorme système de regroupement familial qui va jusqu'aux frères et sœurs, qui englobe une définition de la famille plus large que la nôtre, avec des files d'attente qui peuvent durer parfois une dizaine d'années, et proportionnellement beaucoup moins de refuges qu'en Allemagne, mais quand même plus qu'en France, 14% contre 6%. Voilà un peu le panorama
Et il est très peu connu, on en parle peu. C'est l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui siège à Paris, qui dresse ces statistiques et qui essaie de les harmoniser. Je vais faire un zoom sur la migration de refuge, finalement. Et là, le bilan, il est très différent de celui qu'on entend très régulièrement, puisqu'on a souvent l'impression, à entendre les politiques, que nous serions un des pays les plus généreux d'Europe en matière d'asile. Et en réalité, quand on prend la peine de regarder sérieusement les chiffres, le tableau est tout autre. À combien de demandeurs d'asile accordons-nous finalement une protection par rapport à la population de notre pays? Car c'est ça qu'il faut faire. Il faut présenter des données per capita, comme disaient les économistes, c'est-à-dire par tête d'habitants. Eh bien, vient en tête la Suède, qui en 2016, c'est un bilan que je dresse pour 2016, 7000 demandeurs d'asile ont obtenu une protection en Suède en 2016. L'Allemagne, 5400, l'Autriche, 3500, etc. La moyenne européenne est à 1400 demandeurs d'asile qui obtiennent une protection pour 1 million d'habitants. Et nous, où sommes-nous? Nous sommes là, nous sommes au 16e ou au 17e rang avec 530 protections accordées. Et là, du coup, vous réfléchissez à la notion de capacité d'accueil. Je tiens compte des capacités d'accueil puisque je tiens compte du nombre d'habitants. On peut dire qu'effectivement, plus un pays est peuplé, plus évidemment il est capable d'accueillir du monde. Ça se comprend. On peut aussi dire que plus un pays est riche, plus il est capable d'accueillir du monde. Et c'est vrai que la Suède, l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, qui sont en tête, sont des pays riches. Donc il faudrait aussi corriger ces chiffres, non seulement de la population, mais également du revenu national brut, pour avoir... Même quand on fait cette correction, la France reste encore au 16e ou au 17e rang. Les Britanniques font pire que nous, parce qu'eux profitent de leur insularité, ils sont loin du théâtre des opérations, ils sont protégés par ça et par la barrière de Schengen. L'Espagne n'a pas un score très élevé, l'Italie fait à peu près comme la France, mais c'est un pays qui pendant longtemps était un pays d'émigration. Et puis, tous les chiffres marqués par ces pastilles rouges, ce sont les pays anciennement communistes. Donc la Pologne, 10 demandeurs d'asile ayant obtenu une protection pour 1 million d'habitants. C'est rien, c'est voisin de zéro, c'est égal à zéro. Bon. Et on parle beaucoup de la Hongrie, 44, mais finalement, vous voyez que tous les autres pays communistes, des pays baltes jusqu'à la Slovénie, en passant par la République tchèque, etc., finalement, se sont abstenus d'accorder de la protection. Donc, pourquoi? Parce que le communisme a isolé tous ces peuples pendant 4 décennies. Il n'y a pas eu de participation des non-européens à la reconstruction économique dans l'après-guerre, donc il n'y a pas de familiarisation avec l'immigration, il manque cette familiarité. Ce qu'on observe, c'est que c'est l'absence de familiarité avec l'immigration qui est source de xénophobie. Et ça se voit magnifiquement dans l'exemple de l'Allemagne de l'Est opposée à l'Allemagne de l'Ouest. La xénophobie est à l'Est alors que les migrants sont très majoritairement à l'Ouest. Il y a aussi cette autre circonstance que ces pays-là n'ont pas de passé colonial, donc il n'y a pas de voies qui ont été frayées avec les anciennes colonies, plus tout un récit national qui est savamment entretenu par la presse, par les politiques, par les académies, par le système d'enseignement, comme quoi la religion orthodoxe ou la religion catholique font partie de l'identité nationale et ont contribué à repousser l'islam dans les siècles passés. Donc tout ceci fait système et fait que l'Europe, finalement, sur la question de l'accueil des exilés en 2016, c'est totalement déchiré. Et si on fait le bilan de la même façon, avec la même technique de calcul en 2017, où déjà les vagues migratoires retombent légèrement, la moyenne européenne n'est plus à 1400 personnes, mais à 1000, donc il y a déjà un recul important. Mais vous voyez que la France a un peu progressé du 16e au 13e rang, mais nous restons très bas dans le classement, et c'est toujours l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, etc., qui restent en tête. Et le Royaume-Uni, il y a une très grande continuité, évidemment, entre les 2 années. D'une certaine manière, ils aboutissent à contredire radicalement ce que j'appelle le discours de propagande qui règne autour de la soi-disant générosité de la France en matière d'asile. J'ai été frappé, par exemple, par le débat entre M. Wauquiez et Édouard Philippe, débat télévisé. La première phrase de Wauquiez, c'était « Votre gouvernement, l'an dernier, a accordé 260 000 titres de séjour à des migrants supplémentaires
est-ce que vous estimez que c'est conforme aux capacités d'accueil de la France? C'est ça, le démarrage en tête de Laurent Wauquiez. Et Édouard Philippe a dit oui, c'est vrai, ce chiffre est vrai, mais enfin, pas tant que ça. Et puis là-dedans, il y a 80 000 étudiants. Enfin bon, il était très embarrassé pour répondre. Mais en réalité, ce n'est pas le gouvernement d'Édouard Philippe qui a délivré ces titres de séjour. Ce sont les préfectures, fondamentalement au titre des droits. Et des droits qui sont respectés parce que la France a souscrit à des conventions internationales qui peuvent être européennes ou globales. Et donc la véritable question qu'Édouard Philippe, finalement, aurait dû poser à Laurent Wauquiez, sur le même ton un peu comminatoire, ça aurait dû être, est-ce que oui ou non, pour réduire le nombre des titres de séjour que vous estimez excessifs, vous êtes prêt à demander solennellement que la France se retire des conventions internationales des droits de l'homme? Est-ce que vous êtes prêt à résilier la Convention internationale des droits de l'enfant, Convention européenne des droits de l'enfant? Il faut le dire. Parce qu'en réalité, c'est cela qui alimente l'essentiel de nos flux migratoires. Autrefois, Malthus, au début du XIXe siècle, disait à propos des pauvres qu'il n'y avait pas assez de couverts au banquet de la nature pour les pauvres. Aujourd'hui, la tendance est de dire que les gens de trop, ce sont les immigrés. Mais les populations augmentent, notamment parce que l'espérance de vie augmente aussi le nombre de personnes âgées. Personne de trop, ni les personnes âgées, ni les immigrants, ni les enfants du baby-boom qui n'étaient pas non plus prévus à l'origine. Nous faisons avec, nous ratifions, nous passons notre temps, depuis la Seconde Guerre mondiale, à intégrer, à absorber des surcroîts de population qui n'étaient pas prévus. Alors, si on décide que certaines sont de trop, il faut le dire à quel titre, pourquoi, au nom de quel droit ou de quelle résiliation des droits. Et je crois que c'est ça qui manque cruellement dans la politique actuelle, c'est cette clarification qui, je crois, sera tout à fait nécessaire dans les mois à venir.